L'injustice immédiate, son mari venait de mourir. Et au lieu de la consoler, ils l'ont accusée de l'avoir tuée. Elle avait le choix entre fuir ou se battre. Elle a choisi quelque chose que personne n'avait anticipé. Il y a des villages où le silence dit plus que les mots. Où les regards en coin pèsent plus lourd que les accusations. Où une femme peut perdre son mari et sa réputation le même matin, avant même que le soleil ait fini de se lever sur la mer. Cette histoire se passe dans un de ces villages. Un village de pêcheurs accrochés à la côte, avec ses pirogues colorées, ses filets qui sèchent sur le sable, et ses secrets enfouis aussi profondément que les racines des vieux fromagers. Un village où tout le monde se connaît depuis des générations. Un village qui, cette semaine-là, allait être secoué comme jamais. Et au centre de tout cela, une femme. Aïssatou. Avant de continuer, dis-moi d'où tu me regardes aujourd'hui. Laisse un commentaire avec ton pays, ta ville. Et si cette histoire te touche, abonne-toi, like cette vidéo, parce que des récits comme celui-ci méritent d'être entendus. Maintenant installe-toi confortablement. Parce que ce que tu vas entendre va te rester longtemps dans la tête. Aïssatou avait 32 ans. Pas encore vieille, pas encore résignée. Elle avait les mains calleuses de celle qui travaille vraiment, les yeux clairs de celle qui observe tout, et une façon de marcher qui faisait dire aux vieilles femmes du quartier qu'elle avait trop de fierté pour une épouse. Trop de tête. Trop de silence. Le genre de silence qui dérange, parce qu'on sait qu'il cache quelque chose d'intelligent. Son mari s'appelait Ibrahima. Un homme bien. Grand, solide, avec ce sourire un peu de côté qui lui donnait l'air d'un garçon même quand il avait des responsabilités d'adulte. Il avait hérité d'un terrain de manguier en bordure du village, un terrain que son père lui avait laissé et que son grand-père avait défriché à la force des bras. Des dizaines d'arbres. Un espace vert dans ce village où la terre se monnayait de plus en plus cher depuis que les promoteurs immobiliers de Dakar avaient commencé à regarder dans leur direction. Ibrahima ne voulait pas vendre. C'était son sang, ce terrain. C'étaient les mains de son père dedans. C'était la promesse faite à sa famille que quelque chose resterait debout après lui. Il avait dit non à tout le monde. Aux promoteurs qui venaient avec des chiffres sur des papiers. Aux notables du village qui lui expliquaient que l'avenir c'était le béton, pas les mangues. Et surtout, il avait dit non à son meilleur ami, Mustapha. Mustapha. Voilà un homme qu'il faut qu'on prenne le temps de décrire. Parce que les gens comme Mustapha, on les rencontre partout dans la vie, et si on ne sait pas les reconnaître, ils peuvent vous détruire avec un sourire. Mustapha était ce qu'on appelle un notable. Pas forcément par mérite, mais par mélange de famille bien placée, de langue bien pendue et d'ambition qu'il savait dissimuler derrière des airs de générosité. Il organisait les fêtes du quartier. Il réglait les conflits entre voisins. Il était présent à chaque baptême, chaque mariage, chaque enterrement. Les gens lui faisaient confiance parce qu'il était là. Mais personne ne remarquait vraiment ce qu'il regardait quand il était là. Il regardait les terrains. Depuis des années, Mustapha travaillait en silence avec un promoteur de Dakar pour racheter des parcelles dans le village et les revendre avec une marge qui lui permettrait de changer de vie définitivement. La plupart des familles avaient fini par céder. Sauf Ibrahima. Et ce refus d'Ibrahima bloquait tout le projet. Parce que le terrain des manguiers était au centre de tout. Sans lui, les plans ne tenaient pas. Alors Mustapha avait fait ce que font parfois les hommes qui veulent quelque chose trop fort. Il avait trouvé une autre solution. La belle famille d'Ibrahima, les frères de son père décédé, avaient eux aussi un regard posé sur ce terrain depuis longtemps. Ils estimaient qu'Ibrahima n'avait pas le droit de le garder seul. Que la famille dans son ensemble devait décider. Ibrahima refusait leur logique. Alors quand Mustapha était venu les voir avec une proposition, ils avaient écouté. La proposition était simple et terrible. Une plante. Une plante que connaissent certains guérisseurs traditionnels, qu'on utilise parfois en très petite dose pour traiter certains maux, mais qu'en quantité progressive, administrée sur des semaines, elle plonge le corps dans un ralentissement si profond que même un médecin inexpérimenté peut confondre ça avec la mort. Le cœur bat. La respiration existe. Mais tout est si faible, si imperceptible, que sans instrument précis, on ne voit rien. Ils avaient commencé à l'administrer à Ibrahima dans son thé. Pas d'un coup. Progressivement. Avec la patience de ceux qui planifient bien. Et un matin, Ibrahima n'avait pas bougé dans son lit. Aïssatou avait essayé de le réveiller. Il n'avait pas répondu. Elle avait crié. Les voisins étaient venus. Puis les frères du père. Puis Mustapha, qui avait fait l'étonner avec une précision d'acteur accompli. Le médecin du dispensaire le plus proche avait fait ce qu'il pouvait avec ce qu'il avait. Stéthoscope, prise de pouls.
Il avait hésité une longue minute. Puis il avait dit les mots qui changent tout. Il n'est plus là. Ce qui s'était passé ensuite avait été rapide. Trop rapide. Comme si tout avait été préparé. Les frères du père avaient pris le contrôle. Le corps avait été lavé. La nouvelle s'était répandue dans le village. Et avant même que la nuit tombe sur le premier jour, quelqu'un avait murmuré ce que beaucoup pensaient déjà. Aïssatou. C'est elle. Elle l'a mangé. Manger. Ce mot-là, dans ce contexte, ne parle pas de nourriture. Il parle d'une croyance ancrée dans certaines communautés, l'idée qu'une personne peut dévorer l'énergie vitale d'une autre à travers des forces invisibles. Ça n'a pas besoin de preuves. Ça n'a besoin que d'une mort incompréhensible et d'une femme à qui faire porter le poids. Aïssatou était trop indépendante. Elle ne s'effaçait pas assez. Elle parlait quand il aurait fallu se taire. Elle avait refusé certaines décisions de la belle famille sans se justifier. Et son mari avait refusé de vendre ce terrain maudit. Dans l'esprit de certains, ces éléments formaient une logique implacable. On la convoqua devant les anciens. Elle vint. Droite. Les yeux secs. Pas par absence de douleur, parce que cette femme aimait son mari, mais par quelque chose de plus fort que la douleur. Une clarté. Une décision intérieure que personne ne pouvait voir encore. Les anciens lui expliquèrent le rituel. 3 nuits. Seule avec le corps dans la chambre mortuaire. Selon la tradition, une femme innocente n'aurait pas peur. Les forces du mari mort sauraient reconnaître celle qui n'avait rien à se reprocher. Aïssatou les laissa finir. Puis elle prit la parole. Elle dit qu'elle acceptait. Mais avec une condition. Les vieux se regardèrent. On ne négocie pas avec la tradition. Mais elle avait dit ça sans élever la voix. Pas comme une rébellion. Comme une proposition raisonnable. Sa condition était la suivante. Le corps resterait exposé à l'extérieur pendant la journée, visible par tout le village, avant d'être ramené dans la chambre pour la nuit. Pas pour manquer de respect. Au contraire. Elle voulait, dit-elle, que tout le monde puisse venir faire ses adieux proprement, que rien ne se passe dans l'obscurité, que la vérité de cet homme soit offerte au regard de tous. Les anciens délibérèrent. C'était inhabituel. Mais ce n'était pas interdit. Et au fond, la demande avait une dignité qu'on ne pouvait pas nier facilement. Ils acceptèrent. Ce que personne ne comprit sur le moment, c'est qu'Aïssatou n'avait pas fait cette demande pour le village. Elle l'avait faite pour elle. Parce qu'elle avait besoin que le corps soit exposé à la lumière du jour, à l'air libre. Parce qu'elle avait besoin d'observer. Et parce qu'elle avait besoin que personne ne surveille ce qui se passait derrière la porte fermée de cette chambre la nuit. La première nuit, Aïssatou s'assit près du corps de son mari et elle pleura. Elle pleura vraiment, longuement, à voix basse. Elle lui parla. Elle lui dit des choses qu'on ne dit qu'aux morts parce qu'on croit qu'ils ne peuvent plus répondre. Elle lui dit qu'elle savait que quelque chose n'allait pas. Que son corps à lui n'avait pas la rigidité des morts. Que ses traits n'avaient pas ce relâchement total qu'elle avait vu sur d'autres visages. Qu'il y avait quelque chose dans l'air autour de lui qui n'était pas l'odeur de la mort. Aïssatou n'était pas médecin. Mais elle avait grandi avec une mère qui connaissait les plantes. Qui distinguait les états du corps par l'observation. Qui lui avait appris à lire les signes que d'autres appellent invisibles parce qu'ils ne regardent pas assez. Et cette nuit-là, dans le silence absolu de la chambre, Aïssatou posa sa main sur la poitrine d'Ibrahima. Elle attendit. Et elle sentit. Faible. Très faible. Mais là. Un mouvement. Une pulsation si légère qu'elle aurait pu la confondre avec sa propre peur. Mais elle resta immobile une minute entière, puis 2, et la pulsation revint. Régulière. Minuscule. Réelle. Son mari était vivant. La tête lui tourna. Elle dut s'appuyer contre le mur pour ne pas tomber. Parce que comprendre que l'homme qu'on aimait était vivant, c'était une chose. Mais comprendre dans la même seconde que quelqu'un avait voulu qu'on le croie mort, que quelqu'un avait organisé cela, que quelqu'un dans ce village attendait qu'il soit mis en terre, c'était une autre chose entièrement. Une chose terrifiante. Elle ne cria pas. Elle ne sortit pas en courant. Elle s'assit. Elle réfléchit. Et pendant cette première nuit, elle construisit un plan. Si elle révélait maintenant que son mari était vivant, qui la croirait? Les frères du père contrôlaient tout. Mustapha était respecté. Le médecin avait signé quelque chose. Et elle était déjà accusée d'être une sorcière. Tout ce qu'elle dirait serait retourné contre elle. On pourrait même accélérer ce qu'il fallait accélérer pour que son mari ne se réveille jamais vraiment. Non. Il fallait jouer autrement.
Il fallait utiliser ces 3 nuits. Il fallait soigner Ibrahima en secret et trouver comment exposer la vérité au grand jour, devant tout le village, sans que personne puisse étouffer quoi que ce soit. Le lendemain matin, quand les femmes vinrent préparer le corps pour l'exposition journalière, Aïssatou était calme. Presque trop calme, dirent certaines. Elle leur dit qu'elle avait veillé, qu'elle avait prié, et que cette nuit l'avait apaisée. Les femmes échangèrent des regards. Elles ne savaient pas quoi penser d'elle. Pendant cette journée, Aïssatou fit quelque chose que personne ne remarqua vraiment. Elle parla aux vieilles femmes du village. Pas de son mari. De plantes. Elle posa des questions dans sa façon de demander des nouvelles, en glissant des détails. Elle demanda à une vieille herboriste si elle avait vu quelqu'un s'intéresser dernièrement à une certaine plante, une plante aux feuilles foncées qui pousse près des marigots, que les vieux appellent feuilles de sommeil en traduction libre. La vieille femme réfléchit. Puis elle dit qu'elle avait effectivement vendu de cette plante, pas à elle, mais à quelqu'un du village. Mais qu'elle ne se rappelait plus qui. Aïssatou nota cela dans sa tête. Elle continua. La nuit, elle revint près d'Ibrahima. Elle lui parla à voix basse et régulière, comme on parle à quelqu'un dans le coma, parce que certains disent que les oreilles entendent même quand le reste dort. Elle lui dit qu'elle savait. Elle lui dit qu'elle allait le ramener. Elle lui dit de tenir. Et elle commença à lui administrer ce qu'elle avait préparé dans la journée. Des décoctions à base de plantes que sa mère lui avait apprises, des contre-effets naturels à certains empoisonnements par ralentissement. Rien de spectaculaire. Rien d'immédiat. Mais méthodique. Patient. Précis. La deuxième nuit, une chose étrange se produisit que tout le village allait commenter le lendemain matin. Des traces de pas avaient été retrouvées dans la cour devant la chambre mortuaire. Des traces qui n'étaient pas celles d'Aïssatou. Petites, profondes sur la pointe, comme quelqu'un qui marchait vite et cherchait à ne pas faire de bruit. Quelqu'un était venu. Et était reparti. Aïssatou le savait. Elle avait entendu cette nuit-là un bruit dehors, un frôlement contre la porte. Elle n'avait pas bougé. Mais elle avait compris. Quelqu'un voulait savoir ce qui se passait dans cette chambre. Quelqu'un surveille. Quelqu'un a peur de ce qu'elle pourrait découvrir ou faire. Ce quelqu'un avait des raisons d'avoir peur. Le village, lui, interpréta les traces différemment. L'esprit du mari rôdait. Il cherchait quelque chose. Ou quelqu'un. Les superstitions allèrent bon train. Des femmes refusèrent de passer près de la chambre après le coucher du soleil. Des hommes qui se croyaient rationnels se retrouvèrent à murmurer des prières en passant devant la porte. Et Mustapha, lui, était venu examiner les traces le matin avec tout le monde. Mais Aïssatou l'observait. Et elle vit ce que les autres ne virent pas. Ses mains tremblaient légèrement. Pas de peur des esprits. De quelque chose d'autre. La deuxième nuit fut aussi celle où Ibrahima bougea pour la première fois. Ce n'était pas grand-chose. Un doigt. Un seul doigt de la main droite qui avait frémi pendant qu'Aïssatou lui parlait. Elle s'était arrêtée net. Avait attendu. Puis avait posé sa main sur la sienne. Et sous sa paume, elle l'avait senti. Ce frémissement hésitant d'un corps qui commence à se rappeler qu'il existe. Elle avait posé sa tête sur sa poitrine et pleuré en silence pendant un long moment. Des larmes de soulagement et de terreur mélangées. Parce que s'ils se réveillaient maintenant, seuls les deux, sans témoin, sans la vérité exposée, ils étaient perdus. Elle devait tenir encore une nuit. Le troisième jour, Aïssatou fit quelque chose qui déconcerta tout le monde. Elle demanda que les gens du village soient rassemblés le lendemain matin pour une cérémonie d'adieu qu'elle voulait organiser avant l'enterrement. Elle dit qu'elle voulait que son mari soit honoré comme il le méritait, en présence de tous. Que les manguiers étaient à lui et que les gens qui avaient aimé cet arbre et ses fruits devaient venir. Les anciens hésitèrent. Mais comment refuser une veuve ça? Surtout une qui avait déjà accepté le rituel difficile et qui le traversait sans faillir? Ils acceptèrent. Cette nuit-là, la troisième nuit, Aïssatou ne dormit pas une seule minute. Elle soigna. Elle parla. Elle veilla. Et vers les 3 heures du matin, dans l'obscurité totale de la chambre, elle entendit quelque chose qu'elle n'oubliera jamais jusqu'à la fin de sa vie. Une voix. Basse, rauque, à peine sortie de la gorge. Mais une voix. Aïssatou. Elle posa ses 2 mains sur le visage de son mari. Elle dit son nom. Et sous ses paumes, elle sentit les muscles de son visage bouger. Pas beaucoup. Mais bouger. Elle lui dit de ne pas parler encore. De ménager ses forces. Elle lui dit tout ce qu'il devait savoir en murmurant si bas que les murs n'auraient pas pu l'entendre. Elle lui dit qui avait fait ça. Elle lui dit ce qu'elle avait compris.
Elle lui dit ce qui allait se passer le lendemain matin. Et dans l'obscurité, elle perçut, plus qu'elle ne le vit vraiment, un signe de sa tête. Infime. Mais réel. L'aube arriva. Aïssatou sortit de la chambre, le visage fermé, les yeux marqués par 3 nuits sans sommeil. Les femmes qui l'attendaient dehors cherchèrent sur son visage des signes de folie, de possession, de culpabilité. Elles ne trouvèrent rien de tout cela. Elles trouvèrent seulement une femme qui semblait savoir quelque chose. Le village se rassembla progressivement dans la grande cour. On avait disposé des nattes. Les anciens prirent place sous le grand arbre. Mustapha était là, dans ses beaux vêtements, jouant le rôle du notable endeuillé que la mort d'un ami affecte. Les frères du père étaient là aussi, surveillant tout avec l'air de ceux qui attendent le moment où ils pourront formaliser leur emprise sur ce terrain maintenant que le propriétaire avait disparu. On sortit le corps d'Ibrahima. On le posa sur la natte centrale, bien en vue, comme Aïssatou l'avait demandé. Aïssatou s'agenouilla près de lui. Elle commença à parler. À voix haute, cette fois. Pas aux gens du village. À son mari. Les gens se regardèrent. Certains commencèrent à murmurer. Mais il y avait dans la voix d'Aïssatou quelque chose qui retenait. Une certitude. Elle ne divaguait pas. Elle parlait comme quelqu'un qui attend une réponse. Et la réponse vint. Le mouvement fut d'abord si petit que ceux qui se tenaient loin ne le virent pas. Ce furent les femmes assises près de la natte qui gémirent les premières. Puis le silence se fit d'un coup dans la cour. Un silence total, stupéfiant, comme si l'air lui-même s'était arrêté. Ibrahima avait ouvert les yeux. Pas complètement. Pas de façon soudaine et dramatique. Lentement. Douloureusement. Comme quelqu'un qui remonte d'une profondeur que l'on ne peut pas imaginer. Ses paupières battirent. Ses lèvres bougèrent. Une femme cria. Une autre s'évanouit. Des hommes reculèrent d'un pas, 2 pas, incapables de comprendre ce qu'ils voyaient. Les anciens se levèrent, le visage défait. Mais Aïssatou, elle, ne cria pas. Elle prit la main de son mari. Elle la serra. Et elle dit simplement, pour que tout le monde entende. Il était vivant. Depuis le début. Quelqu'un l'avait empoisonné pour le faire passer pour mort et prendre son terrain. Le chaos qui suivit fut d'abord un chaos de sons. Des voix, des cris, des prières. Puis les regards convergèrent. Pas vers Aïssatou. Vers Mustapha. Parce qu'il avait reculé. Parce que son visage s'était transformé. Parce que la sueur qui apparut sur son front n'avait rien à voir avec la chaleur du matin. Ibrahima, avec une force inouïe pour quelqu'un dans son état, parvint à lever le bras et à pointer dans sa direction. Sa voix était un chuchotement, mais dans le silence de mort qui régnait dans cette cour, chaque mot porta comme un coup de tam-tam. Il dit son nom. Il dit ce qu'il avait reçu dans son thé. Il dit depuis quand. Il dit qu'il avait entendu, dans son coma, des voix autour de lui la nuit des premiers jours. Il n'avait pas pu bouger. Pas pu crier. Mais il avait entendu. Et parmi ces voix, il y avait eu celle de Mustapha et celle de ses frères discutant des papiers du terrain. Les frères du père tentèrent de parler. Mais la vieille herboriste à qui Aïssatou avait parlé 3 jours plus tôt était là. Et elle se leva. Elle dit qu'on lui avait acheté de la feuille de sommeil récemment. Elle dit que maintenant elle se rappelait à qui. Elle regarda Mustapha. Ce fut assez. Mustapha tenta de partir. 2 hommes du village le retinrent. Les frères du père ne bougèrent plus. Les anciens, eux, restèrent longtemps silencieux, pesant le poids de ce qui venait de se passer et le poids de leur propre rôle dans tout cela, eux qui avaient organisé ce rituel d'accusation contre une femme innocente. Ibrahima fut transporté au dispensaire. Cette fois, avec un vrai diagnostic, des soins adaptés, et une surveillance. Il s'en sortit. Lentement. Mais il s'en sortit. Mustapha et les frères comparurent devant les autorités. Le promoteur de Dakar fut aussi identifié dans l'affaire. Les papiers du terrain retrouvés dans les affaires de Mustapha suffisaient à établir le motif. Les preuves s'accumulèrent avec une rapidité qui prouvait que quand on cherche vraiment la vérité dans un village, elle n'est jamais aussi bien cachée qu'on le croit. Et Aïssatou. Aïssatou fut d'abord regardée avec cette hésitation inconfortable que l'on éprouve quand on réalise qu'on a eu tort et qu'on ne sait pas comment le dire. Les mêmes femmes qui avaient murmuré contre elle vinrent la trouver les unes après les autres. Certaines apportèrent de la nourriture. D'autres s'assirent juste à côté d'elle sans rien dire, ce qui est parfois la façon la plus honnête de reconnaître une erreur. Les anciens tinrent un conseil. Ils dirent qu'Aïssatou avait fait preuve d'une sagesse et d'un courage rares.
que le rituel, utilisé depuis si longtemps pour écraser des femmes innocentes, avait été retourné ce jour-là en instrument de vérité. Que c'était peut-être la dernière fois qu'il serait utilisé de cette façon dans ce village. Peut-être. Les manguiers restèrent dans la famille. Ibrahima, quand il fut assez fort pour marcher, alla se promener sous ses arbres avec sa femme. Ils ne parlèrent pas beaucoup ce jour-là. Certaines choses n'ont pas besoin de mots une fois qu'elles ont été vécues ensemble. Il y a juste une image qui reste de ce matin-là. Ibrahima et Aïssatou debout sous les manguiers, la main dans la main, regardant les fruits mûrir au soleil. Et les vieux du village, assis au loin, qui les regardaient en silence. Essayant peut-être de comprendre comment une femme seule, dans une chambre obscure, avec ses mains et ses connaissances et son amour, avait réussi ce que personne d'autre n'avait vu ni imaginé. La vraie sorcellerie, dans cette histoire, n'était pas dans la chambre mortuaire. Elle était dans les tasses de thé, dans les faux sourires, dans les poignées de main entre hommes qui planifient la mort d'un ami. Elle portait des vêtements propres et rendait visite aux familles en deuil. Elle était respectée. Elle organisait les fêtes. Et c'est pour ça qu'elle avait failli gagner. Maintenant laisse-moi te parler franchement, comme je le ferais avec quelqu'un assis en face de moi. Ce qui m'a touché dans cette histoire, ce n'est pas le suspense. Ce n'est pas le mari qui revient à la vie au dernier moment. C'est ce qu'Aïssatou a dû faire à l'intérieur d'elle-même pour ne pas craquer. Pense à la situation. Son mari gît devant elle. On l'accuse d'être une sorcière. Sa belle famille lui tourne le dos. Le village entier la regarde avec méfiance. Et dans cette chambre, seule, sans personne pour la croire, elle doit non seulement garder la tête froide, mais observer, analyser, planifier, soigner, et en plus maintenir une façade de femme qui traverse simplement son deuil. C'est pas de la force. C'est de l'intelligence pure sous pression maximale. Ce qui m'a aussi frappé, c'est la manière dont la tradition a été utilisée contre elle. Parce que ce rituel des 3 nuits, à l'origine, il devait peut-être protéger quelqu'un. Quelque part dans le passé, il avait peut-être une logique. Mais avec le temps, il est devenu un outil. Un outil pratique pour désigner une femme, la mettre à l'écart, et occuper ses esprits pendant qu'on règle les vraies affaires derrière. Aïssatou a compris ça. Et au lieu de combattre la tradition de front, ce qui l'aurait fait perdre immédiatement, elle l'a habité. Elle a pris le rituel au sérieux. Elle a demandé une condition qui respectait les formes. Et elle a utilisé le temps et l'espace que le rituel lui donnait pour faire exactement le contraire de ce qu'on attendait d'elle. C'est ça qui me touche. Pas la révolte. L'intelligence tranquille de quelqu'un qui refuse de jouer le jeu de ceux qui veulent le perdre, et qui invente ses propres règles à l'intérieur des leurs. Et Mustapha. Le meilleur ami. Je reviens sur lui parce que je pense que c'est le personnage le plus réaliste de cette histoire. On parle beaucoup des ennemis déclarés. On parle moins de ceux qui connaissent ta maison, qui ont mangé à ta table, qui sourient à tes enfants, et qui te trahissent avec méthode. Ces gens-là existent. Dans chaque communauté. Dans chaque milieu professionnel. Dans chaque famille élargie. L'avidité n'a pas de visage particulier. Elle s'adapte. Elle est patiente. Ce que j'espère que tu retiens de cette histoire, c'est qu'une femme qu'on cherche à écraser peut porter en elle assez de lucidité pour transformer l'écrasement en révélation. Et que les communautés, quand elles se donnent vraiment la peine de regarder, peuvent passer du silence complice à la vérité collective. Ça ne se fait pas facilement. Ça ne se fait pas sans courage. Mais ça se fait. Et maintenant j'ai une question pour toi. Dans ta vie, dans ta famille, dans ta communauté, as-tu déjà vu quelqu'un être accusé injustement de quelque chose pour que d'autres puissent agir dans l'ombre? As-tu déjà été Aïssatou? As-tu déjà été ce village silencieux qui regardait? As-tu, à un moment, été un peu Mustapha, peut-être sans même t'en rendre compte? Dis-le dans les commentaires. Sérieusement. Parce que ces histoires ne servent à rien si elles ne nous parlent pas à nous. Dis-moi ce que tu as ressenti. Dis-moi si tu connais une Aïssatou dans ta vie. Dis-moi ce que tu aurais fait à sa place. Je lis tous les commentaires. Et ce que tu vas écrire là en dessous, ça fait partie de cette histoire aussi.